En marge donc de l'allocution solennelle du président ce soir, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, s'est exprimée il y a quelques instants sur l'aide de la France à l'Ukraine lors du compte-rendu du Conseil des ministres. La France et l'Europe doivent donc désormais prendre leurs responsabilités. L'Europe est forte. La France, en tant que puissance militaire autonome sous l'autorité du président de la République, chef des armées, du Premier ministre et du ministre des Armées Sébastien Lecornu, est donc prête à intensifier son soutien à l'Ukraine, à mobiliser des ressources et à garantir avec nos partenaires que notre continent construira sa propre souveraineté. Pour cela, nous devons accélérer le renforcement de nos capacités, organiser notre autonomie stratégique et investir davantage pour notre sécurité. Voilà, Sophie Primas qui donne le ton, porte-parole du gouvernement. Bonjour David Amiel. Bonjour. Député Ensemble pour la République de Paris, merci de nous accorder quelques minutes dans cette Europe 1 13h. Alors ce soir, on l'a dit, le président de la République va donc prendre la parole. Est-ce que c'est d'abord un exercice de pédagogie à l'usage des Français ? C'est un exercice très important. Il y a des semaines où se jouent des décennies. C'est comme ça dans l'histoire et on est à un moment comme ça. Chacun voit bien que l'Europe doit se transformer pour résister d'une part à la pression militaire russe à l'Est et d'autre part à la pression économique américaine à l'Ouest. On tenait pour acquise la paix en Europe, l'Alliance Atlantique et on a vu en quelques semaines que ce n'était le cas ni de l'une ni de l'autre. Le président de la République s'est beaucoup mobilisé ces dernières semaines sur le plan européen, vis-à-vis de l'Ukraine et évidemment vis-à-vis des États-Unis. Il a été à l'avant-garde de cette mobilisation continentale et donc je pense que c'est très important qu'il puisse rendre compte aux Français des actions qu'il a menées dans les semaines précédentes et de celles qu'il entend mener pour les semaines suivantes. Rendre compte aux Français, oui, et lever aussi beaucoup de flou et d'incertitudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des Français. Évidemment, ils ont raison d'être inquiets, cette inquiétude on la partage et le président de la République la partage et également j'en suis convaincu. On est à un moment de bouleversement majeur de la géopolitique mondiale. Le monde sur lequel on s'était reposé lors des 30 dernières années est en train de s'effondrer. Les organisations internationales ne fonctionnent plus, l'Alliance Atlantique est menacée, la guerre revient avec une intensité renouvelée en Europe, avec évidemment la menace imminente sur l'Ukraine, mais une menace qui pèse sur l'ensemble de nos frontières européennes orientales. Et il faut être évidemment capable de pouvoir mener un réarmement complet, réarmement militaire, réarmement économique, réarmement technologique et réarmement politique et moral. Jules Torres. Oui, bonjour monsieur le député. Moi j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine peut tenir le combat face à la Russie sans l'aide américaine, étant donné que Donald Trump a temporairement et brutalement gelé l'aide militaire à l'Ukraine ? Oui, je crois que l'Europe a les moyens de pouvoir renforcer son aide financière vis-à-vis de l'Ukraine. Ça doit être d'ailleurs notre priorité absolue pour permettre à l'Ukraine de continuer à s'engager, à s'approvisionner en munitions, en armes pour les prochains mois. Mais l'étape d'après, c'est évidemment de pouvoir aussi être capable, le jour où il y aura un cessez-le-feu ou un accord de paix en Ukraine, de lui apporter des garanties de sécurité, à la fois d'ailleurs à l'Ukraine elle-même et à l'ensemble des pays de l'Est qui peuvent être menacés par les Russes. C'est le cas des pays baltes, c'est le cas de la Moldavie, c'est le cas de la Roumanie, c'est en partie le cas de la Pologne. Et pour tout cela, on a besoin que l'Europe se réorganise parce qu'elle s'était totalement reposée ces dernières années sur la présence des troupes américaines dans le cadre de l'OTAN. David Amiel, député Ensemble pour la République de Paris, avec nous dans ce studio. Nathan Dever. Oui, bonjour David Amiel, j'ai une question à vous poser. Ça fait 20 ans que Vladimir Poutine teste les unes après les autres les limites de l'Europe et de l'Occident et notre fragilité. Il l'a fait en Géorgie, il l'a fait en Tchétchénie, il l'a fait en Syrie et il l'a fait en Ukraine. On savait depuis un certain temps quand même que Donald Trump avait des fortes chances de revenir à la Maison-Blanche et puis quand il a été élu en novembre, qu'il allait se passer quelques mois avant qu'il arrive et son programme était quand même assez clair. Il avait dit qu'il allait faire la paix en 24 heures, c'est-à-dire que il allait acter une sorte de soumission russe et de capitulation de l'Ukraine. La question que je voulais vous poser, c'est pourquoi l'Europe donne-t-elle l'impression d'avoir attendu qu'il y ait cette scène lunaire et catastrophique à la Maison-Blanche pour vraiment montrer qu'elle faisait un sursaut? Pourquoi elle n'a pas commencé à faire ce réveil en novembre et peut-être même avant? Vous avez entièrement raison, c'est incompréhensible. À l'exception de la France, en partie du Royaume-Uni, il y a eu une léthargie européenne, non seulement ces dernières années, mais ces derniers mois et encore ces dernières semaines. Jusqu'au bout, une grande partie des Européens qui avaient confié leur destin dans les mains américaines ont voulu croire que d'abord le premier mandat de Donald Trump n'était qu'une parenthèse, puis que le second allait en fait être beaucoup moins
agressif que ce que les promesses de campagne avaient laissé entendre, et c'est une profonde erreur. Toute l'expérience qu'on a de Donald Trump montre que pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire, il fait à peu près ce qu'il a dit. Et on se retrouve dans cette situation-là. Donc vous avez parfaitement raison de le souligner. Ça fait 7 ans que la France appelle à une autonomie stratégique, à une souveraineté européenne, et il a fallu ce choc-là pour entendre ces mots dans la bouche des Allemands. C'était le cas de Friedrich Merz le soir des élections législatives. C'est le cas évidemment de la Pologne, d'un certain nombre de pays européens. Mais vous avez raison, ce réveil, il est très tardif. David Amiel, député Ensemble pour la République de Paris. Une dernière question sur les oppositions, les divisions à l'Assemblée nationale est très divisée sur la stratégie à adopter. Comment comptez-vous faire ? Je crois que c'est pas l'Assemblée nationale qui est divisée. On a une fracture nette avec le Rassemblement national et la France insoumise. Nathan Devers le rappelait très bien. La Russie de Poutine, elle a un projet impérial explicite. C'est la replication de l'empire des tsars. C'est devenu le carburant du régime. C'est son outil de légitimation. Il ne peut pas s'en passer pour survivre. Et pourtant, on a vu à l'Assemblée, comme dans l'ensemble des médias, le Rassemblement national ressortir un peu toujours la même rengaine de Moscou. C'est un peu comme l'addict qui dirait une dernière invasion pour la route, et après c'est fini, je vous le promets. C'est ce qui a été dit après la Tchétchénie, c'est ce qui a été dit après la Géorgie, ce qui a été dit après la Crimée, et c'est ce que les mêmes disent maintenant à propos de l'Ukraine, et qui est relayé par le Rassemblement national. Bon, on ne sait pas vraiment si c'est de la bêtise ou de la soumission, mais dans tous les cas, ça met évidemment gravement en danger la sécurité européenne. Heureusement, le Rassemblement national et la France insoumise sont isolés au sein de l'Assemblée nationale, puisque l'ensemble des autres forces politiques ont exprimé clairement leur soutien à la stratégie française. Jules Torres, une réaction à ce que vient de dire David Amiel concernant le Rassemblement national. Une réaction et une question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement les positions qui sont portées aujourd'hui par le Rassemblement national et la France insoumise, eh bien, sont celles que partagent les Français, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on augmente leurs impôts pour sauver l'Ukraine, ils ne veulent pas envoyer de troupes en Ukraine. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement les réactions de l'opposition, eh bien, sont celles des Français? Je ne crois absolument pas que les Français souhaitent une politique étrangère dictée par l'alliance avec Vladimir Poutine et relayée par le Rassemblement national ou la France insoumise. Tout le contraire. Je crois que les Français sont une grande idée de la France. Personne ne propose d'alliance avec Vladimir Poutine en France. Enfin, ils ont proposé d'abandonner l'Ukraine depuis plusieurs années. C'est exactement ce qui en résulterait. Et donc, moi, les échanges que j'ai avec les Français sont très différents. C'est une grande conscience de la gravité du moment, un grand patriotisme, et c'est très loin de l'attitude antipatriotique qu'on a vue sur ces bancs-là. Un grand merci David Amiel, député Ensemble pour la République de Paris, pour ces quelques minutes avec nous dans ce studio. Et on se retrouve, nous, dans quelques instants avec Nathan Devers et Jules Torres pour poursuivre les débats et le décryptage de ce qui pourrait se dire ce soir autour de cette allocution d'Emmanuel Macron à 20h. À tout de suite. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Europe 1 avec Céline Géraud jusqu'à 14h. Et avec vous aujourd'hui pour décrypter l'actualité, vos deux chroniqueurs, Céline, Nathan Devers et Jules Torres. Et on va revenir sur cet entretien que nous avons eu il y a quelques instants avec le député Renaissance, David Amiel, député Renaissance de Paris, Jules Torres. Bon, en creux, il accuse clairement le Rassemblement national et LFI d'être dans une alliance pro-Poutine. Oui, finalement, on revit les mêmes débats qu'on avait pu avoir en 2022 lors de l'invasion en Ukraine, que tout le monde a dénoncé, il faut quand même le dire, que tout le monde a reconnu dès le début que la Russie était l'agresseur et que l'Ukraine était agressée. Et aujourd'hui, eh bien, on a les mêmes débats de politique politicienne sur vous êtes accusé de poutinisme, d'autres, le RN et la France insoumise font exactement pareil, en accusant Emmanuel Macron de vouloir brader l'Europe. La question, vous savez, de cette dissuasion et du partage de la dissuasion nucléaire, Emmanuel Macron, le mot partage a disparu des discours. A été ambigu, et ça a été précisé ensuite par Sébastien Lecornu, mais les oppositions, et notamment le RN et la France insoumise, ont pendant plusieurs jours maintenu cet élément de langage, alors qu'on savait qu'il était faux. Donc on voit bien que le débat politique s'enflamme à mesure que la tension monte sur ce conflit ukrainien. Moi, je pense qu'il faut écouter les dirigeants, pas ces débats de politique politicienne. Quand il y a des sommets, quand il y a des conclaves, si je puis dire, et des déclarations dans les sommets, je pense que c'est ça plutôt qu'il faut écouter. Et ça nous intéresse davantage que les petits débats de très petit niveau qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale. Nathan Devers. Je pense que l'affaire est plus profonde que LFI-RN. En fait, depuis 20 ans, il y a toute une partie de la classe politique française, dans plusieurs bords politiques différents, à gauche comme à droite, comme au centre, qui estime qu'il faut avoir des relations d'amitié
avec la Russie de Vladimir Poutine. Ça a été le cas de la présidence de Chirac, bon, mais c'était un autre Poutine, en tout cas un autre moment, effectivement. De Nicolas Sarkozy. Il y a eu un tournant avec François Hollande, mais donc on a eu beaucoup de gens, encore une fois, de beaucoup de bords différents, qui, par exemple sur l'Ukraine, disaient mais jamais Vladimir Poutine n'envahira l'Ukraine, c'est de la politique fiction, vous êtes fous, arrêtez d'être alarmistes. Ou qui ont dit, comme monsieur Mélenchon, en Ukraine, c'est l'Occident qui provoque la Russie. Ça, c'est la grande version de la France insoumise. Ou qui ont, comme Madame Le Pen, eu des relations, alors même des relations, on sait, les emprunts, etc., mais qui étaient extrêmement proches de Vladimir Poutine au moment des élections de 2017 notamment, et qui sont restés extrêmement complaisants sur certains points. L'emprisonnement de Monsieur Navalny, qui n'avait pas été dénoncé au Parlement européen par les députés RN, l'annexion de la Crimée en 2014, etc., etc. Face à cela, je crois qu'il faut dire que ceux qui ont fait le bon diagnostic sur Vladimir Poutine depuis 20 ans, et ils sont pas forcément très nombreux. Et quand ils les faisaient, on les traitait d'alarmistes, on les traitait de va-t-en-guerre, on les traitait d'excités. Et ces gens-là, c'est eux qu'il faut écouter. Parce qu'ils ont bien compris, ils prennent au sérieux Vladimir Poutine. Il y a une revue qui s'appelle Le Grand Continent, qui publie les idéologues de l'entourage de Vladimir Poutine, une revue française, qui publie notamment Douguine, qui en publie d'autres. Et quand on lit ces idéologues, et il faut les lire, c'est très important, on voit bien que ces gens-là détestent l'Europe que nous sommes, détestent les démocraties libérales, détestent les sociétés qui garantissent les droits individuels avant de garantir la volonté générale, et donc ils sont dans une logique de conflit ouvert contre nous. Et je crois que c'est dans cette logique qu'il faut bien, il s'agit pas de faire des instrumentalisations politiciennes, il faut bien remarquer que là il y a eu un camp qui s'est trompé sur Vladimir Poutine. Non, il y a eu des camps. Dont acte, des camps, mais en tout cas il y a eu une partie de la classe politique, mais vraiment importante, pardonnez-moi, qui s'est en trompée janvier 2022, complètement Emmanuel Macron dit qu'il lui pense impensable, impossible que la Russie envahisse l'Ukraine. Donc lui aussi a fait partie de cette naïveté collective qui a été celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a été plus particulièrement celle de Marine Le Pen, qui a été celle de Nicolas Sarkozy, celle de Jacques Chirac. Voilà, il y a beaucoup de spécialistes. Pas tout à fait la même chose, si je peux me permettre, parce que Jean-Luc Mélenchon, d'abord, sur la guerre en Syrie, il avait eu cette phrase que je cite souvent, où il avait dit que Poutine faisait le travail en Syrie. Il faisait massacrer des centaines de milliers de civils. Donc c'est pas seulement qu'il était naïf, là c'est qu'il approuvait la chose. Premièrement, Marine Le Pen, pareil, l'annexion de la Crimée, elle a approuvé. Emmanuel Macron, il a fait une erreur, comme vous le dites, c'est que quand il a été élu en 2017, il a reçu tout de suite c'est qu'on peut refaire le débat pendant personne n'est Madame Irma, personne n'est Nostradamus, et la politique c'est une affaire complexe. Parfois, on n'arrive pas à calculer ce qui va se passer. Parfois, il y a l'imprévisible en politique. C'est et là il y a quand même une accélération ces dernières heures. Là, ça va très vite quand même. Quand on pense que 12 heures seulement séparent le moment où effectivement Volodymyr Zelensky se fait clasher, et il réagit très vite derrière. Il envoie cette lettre. Moi, ce que je trouve intéressant, et c'est ce que Nathan effleurait tout à l'heure, c'est qu'il a fallu aux Européens une altercation qu'on n'avait jamais vue dans la maison, dans le bureau ovale à la Maison Blanche, pour que les Européens se réveillent enfin et qu'ils se disent enfin, peut-être qu'on va arrêter l'atlantisme, peut-être qu'on va arrêter d'être à la botte des Américains, et qu'on va augmenter nos budgets de défense, qu'on va réfléchir à 27, que peut-être il y a eu un électrochoc, c'est sûr. Il y a eu un électrochoc, ça c'est sûr, mais ça fait des années qu'un certain nombre de politiques disent que dans l'Union européenne, il faut des nations souveraines, il faut des nations fortes, il faut des nations qui puissent avoir des budgets de défense pour rivaliser avec les nouvelles menaces que l'on a. On parle souvent de la Russie, il y a la menace du terrorisme, et face à cela, les Européens, pendant des années, ils n'ont pas accusé la menace existentielle qui planait. Oui, mais alors sur l'Europe, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'était vraiment une faute criminelle de l'Europe que d'être rentrée dans cette sorte de vassalisation, de soumission joyeuse aux Américains, et très peu de dirigeants européens s'en sont rendus compte. De Gaulle s'en est rendu compte tout de suite. Certains intellectuels de droite comme de gauche ont pensé pendant la guerre froide que la France et l'Europe devaient être une troisième voie, devaient pas être soumis aux Américains parce que c'était extrêmement dangereux. Et on voit bien que ce qui se passe avec Donald Trump, c'est pas seulement les foucas de Donald Trump, c'est un mouvement de repli qui a été commencé notamment sous Obama. Mais juste une chose, la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que Poutine va s'arrêter là ? Alors, en effet, personne n'est Madame Irma, personne n'est devin. Ensuite, d'un point de vue épistémologique, on peut faire du probabilisme. Ça veut dire parmi les hypothèses, au regard de ce qui s'est déjà passé, quelle est l'hypothèse la plus probable. L'hypothèse la plus probable, si on analyse froidement ce qu'a fait Vladimir Poutine, c'est qu'il ne s'arrête pas là. C'est qu'il dise j'ai eu une victoire en Ukraine, je vais continuer demain avec d'autres pays européens. Une victoire, ça veut dire j'ai gagné un bras de fer contre l'Occident, et en effet, l'Occident est faible. Kiev en 3 jours, ça a duré 3 ans. Voilà. Pardonnez-moi, il l'a récupéré seulement, d'après ce que l'on sait,
de morts. Voilà, non mais il y a beaucoup de morts, beaucoup trop de morts, ça c'est sûr. Russes et mais ukrainiens quand et on voit par exemple aussi. la Pologne, qui est sans doute le nouvel État qui a compris, il a porté son budget de défense à 5%. C'est sûr qu'il craint. Il a 210 kilomètres de frontière avec la Russie via l'enclave de Kaliningrad. Mais pardonnez-moi, Vladimir Poutine en 3 ans n'a pas réussi à prendre 15% de l'Ukraine. Donc moi je veux bien que les politiques français, européens aient peur, qu'on nous dise que bien la guerre est à nos portes. Bah pardonnez-moi, non, moi j'ai pas l'impression que Vladimir Poutine soit à nos portes. Je pense que la Russie est une menace existentielle pour l'Europe, mais que la guerre n'est pas à nos portes. Mais ce que vous voyez pas, à mon avis, quand vous dites ça, c'est que Vladimir Poutine, quand on regarde, encore une fois, c'est pour ça que je répète sur les 20 ans, c'est un incroyable tacticien, c'est un excellent joueur d'échecs. C'est quelqu'un qui a tout son temps. Lui, c'est pas un président qui est là pour 5 ans. Il a tout son temps. Il prend son temps. Ça fait 20 ans qu'il observe la manière dont l'Europe est faible, qu'il avance extrêmement lentement. Au moment de la guerre en Syrie, tout le monde disait qu'il était fini. Tout le monde disait que Bachar allait tomber. Bon, il a fini par tomber, mais pour d'autres raisons. Mais il a gagné la guerre en Syrie. Il a gagné la Géorgie. Il a gagné la Tchétchénie. Et chaque fois, il y avait des gens pour dire, il va s'arrêter. Il est allé trop loin. Là, c'est la dernière goutte qui fait... Non. Et donc, à partir de là, évidemment, il n'a pas pris Kiev parce que Zelensky a résisté. Et là, il a fait une erreur de stratégie. Il a pensé que Zelensky allait partir comme le président afghan est parti quand les Américains se sont retirés de l'Afghanistan. Mais s'il a tout son temps devant lui, s'il a encore 10 ans, il n'a aucune raison de s'arrêter. Lui ou son successeur, ils n'ont aucune raison de s'arrêter dans cette logique. En attendant, l'incertitude, elle est aussi dans les mots d'Emmanuel Macron qui le dit dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis. Je m'adresserai à vous ce soir à 20h. Écoutez David Lisnard, le maire LR de Cannes, il a réagi à cette annonce. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on sorte du théâtre, du théâtre-drome, des postures dans lesquelles on est. La situation, elle est incertaine depuis des années. Depuis des années, les gens responsables savent qu'il faut armer le régalien, qu'il faut mettre un terme à un système social qui ne fonctionne plus. Donc, quels sont les pouvoirs du président de la République aujourd'hui, de surcroît, depuis qu'il a dissous? Donc, si c'est pour une posture politicienne de plus, je le dis sans agressivité, mais enfin, pour jouer sur le mélo et l'exagération, ça me paraît peu intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les intérêts de la France, comment on construit à nouveau une ambition collective puissante française et européenne, et en sortant des effets d'annonce et du théâtre. Voilà, David Lisnard, il en a marre du théâtre, il veut du concret. Ce soir, il y a quand même un exercice de pédagogie, je le disais, pour le français. En fait, il veut rassurer les Français, peut-être tracer une voie, Gilles Torres. À quoi il faut s'attendre? Pardonnez-moi, moi je suis pas de ceux qui... comment dire, a des mots positifs pour le président de la République de manière récurrente, mais sur la question des armées, c'est sans doute l'un des seuls, dès qu'il est arrivé en 2017, qui nous a parlé lors de son premier discours de la Sorbonne de l'autonomie stratégique, qu'il l'a redit en 2024. Qu'il a augmenté le budget des armées. Il a augmenté le budget de l'armée de 32 milliards en 2017 quand il est arrivé, et là on est à peu près entre 50 et 55 milliards. Donc moi je veux bien qu'on blâme Emmanuel Macron, son bilan sécuritaire, son bilan économique, son bilan migratoire, tous les bilans qu'on peut avoir, sur le bilan militaire, sur le bilan des armées, notamment avec Sébastien Lecornu. Il a eu des avancées. Il fait partie des pays européens, en tout cas, donc ce soir, pour vous, il va beaucoup parler de défense européenne plus que de l'Ukraine? Il va parler de défense européenne. Je pense qu'il va aussi prendre à témoin les oppositions. Il va faire du David Amiel en mieux, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va sans doute s'en prendre à la France Insoumise, sans doute s'en prendre au Rassemblement National, mais surtout, il va redire ce qu'il a dit depuis maintenant 7 ans. L'autonomie stratégique, une défense européenne, peut-être pas une armée européenne, peut-être pas le partage de la dissuasion nucléaire, mais il va redire ce qu'il dit depuis 7 ans. Pour les Français un effort de guerre aussi, et là se posera la question du consentement des populations, parce que Madame von der Leyen qui nous parle de 800 milliards pour aider l'Ukraine, moi je veux bien, mais avec quel argent, avec quelles troupes, avec quel pays? On voit bien que l'Europe des 27, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, donc là c'est là où le président de la République, ça va être plus compliqué pour lui. Nathan Dever, à quoi vous attendez-vous ce soir? Pour le coup, je pense que David Lisnard, il soulève un point qui est majeur. Quand il parle d'ambition collective. L'ambition d'Emmanuel Macron et de la France et du Royaume-Uni sur la question ukrainienne, elle est assez claire. Et là, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de grand suspense sur ce que va pouvoir dire Emmanuel Macron ce soir à 20h. Peut-être qu'il y aura des annonces, mais voilà. Le problème de l'Europe, et on le voit, le problème de l'Europe, on l'a vu sur toutes les crises. On l'a vu sur la guerre en Syrie. Vous vous souvenez quand même sur les exilés, c'était une catastrophe cette cacophonie. On l'a vu pendant le coronavirus, etc. C'est qu'il n'y a pas de parole unique. C'est que chaque pays
Non, bien sûr, heureusement qu'il n'y a pas une parole unique. Mais ensuite, il faut qu'il y ait une décision unique. Il faut qu'à un moment, quand on parle de sursaut, un sursaut, c'est pas possible si vous avez sans cesse des palinodies, vous avez quelqu'un qui nous fait un bras de fer, et en même temps, on discute, on va dans un sens ou va dans l'autre, on recule, on fait des réunions qui durent 4000 heures on est 4 pour ne rien faire. On n'est pas d'accord, donc imaginez à 27. Oui, mais on n'est pas, si vous voulez, quand vous êtes 27 dirigeants attaqués par une puissance impériale à vos portes, ça devient problématique, cette logique de réunionite qui engendre des communiqués qui sont vides de contenu. Et donc là-dessus, quand David Lisnard parle d'ambition collective, ou en tout cas, il faut dans ce cas-là que la France ait un leadership qui, quels que soient les autres pays, ce qu'ils peuvent dire, impose ce leadership avec le Royaume-Uni. Et ça, c'est central. On en saura plus à 20h, une allocution solennelle de 15 minutes environ. Évidemment, on suivra ça sur Europe 1.